D'abord, la parole à Eduardo Traversa, et puis ce sera Philippe Malherbe qui prendra le relais. Je leur demande de respecter de manière assez stricte, parce qu'on a accumulé un peu de retard, donc la limite qui leur a été demandée de respecter, soit 10 minutes par personne. Merci d'avance. Merci, Monsieur le Président. Dire le secret d'autrui, c'est de la trahison. Dire son propre secret, c'est de la sottise. Voltaire, parce qu'à l'UCL, nous avons l'habitude de citer nos sources lorsque nous parlons. Voltaire a toujours été truculent. Si l'on applique cette distinction à la manière dont la loi fiscale est appliquée en Belgique comme partout dans le monde, nous n'avons que 3 catégories de contribuables: les sots, les traîtres et les fraudeurs. Alors, Philippe Malherbe, dans la deuxième partie de l'exposé, nous expliquera comment, heureusement, le nombre de contribuables sots va augmenter de manière exponentielle avec les réformes qui ont été faites. En fait, c'est une diminution proportionnelle du nombre de fraudeurs, et vu qu'il n'y a que 3 catégories, il faut bien les ranger dans une des 3, même si ce n'est pas la plus flatteuse. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'abord de vous introduire de manière générale au sujet et ensuite de brièvement aborder l'objet de la contribution, qui est, en droit belge, quelles sont les obligations de secret auxquelles sont tenus les différents acteurs du processus d'application des lois d'impôt. En ce qui concerne l'introduction générale, il faut savoir que la notion de secret, telle qu'elle est pratiquée dans les différents pays en ce qui concerne le rapport entre le contribuable et l'administration, varie énormément. Les approches sont parfois radicalement opposées. Vous devez savoir qu'en Finlande, si vous souhaitez connaître la situation fiscale de votre voisin, il vous suffit d'envoyer un SMS au numéro ad hoc de l'administration fiscale pour recevoir instantanément alors un descriptif précis de la base imposable et des revenus imposables et de l'impôt payé par votre voisin, votre collègue, votre ex-conjoint ou toute autre personne à laquelle vous vous intéressez. En revanche, vous avez d'autres pays où, bien entendu, ce type de pratique est considéré même au-delà de l'imaginable, et je vois au visage de certains d'entre vous que la Belgique pourrait être un de ces pays où nous avons une tradition clairement plus protectrice des droits de la personne, ou du moins où nous voyons les informations liées à la situation fiscale comme appartenant à la sphère privée. C'est essentiellement ça. Il faut savoir évidemment que dans d'autres cultures, je pense notamment aussi aux États-Unis, le patrimoine, les revenus sont une donnée publique, font partie presque de la carte d'identité de l'individu. What's your name? How much you make? C'est pratiquement la même question. Lorsque vous abordez un Américain en Belgique, on est plus humble. Alors, en ce qui concerne la question de la nécessité de porter atteinte à la vie privée en matière fiscale, il faut bien se dire que c'est une décision politique qui n'est que la conséquence du type d'impôt que l'on souhaite introduire dans notre système fiscal et qui est en fait la conséquence indirecte plutôt de choix qui ont été faits pour des raisons qui n'ont rien à voir même avec des raisons purement financières ou des raisons liées à la protection des droits. Ce sont des choix politiques qui ont été faits pour des questions d'équité sociale. Je m'explique. À partir du moment où nos pays, tous nos pays, ont fait le choix de tenter, via le système fiscal, de coller le plus possible à la situation personnelle et patrimoniale du contribuable, à prendre en compte de toutes les manières possibles la capacité contributive du contribuable, il est inévitable que l'administration, pour justement
avoir un impôt qui soit le plus plastique, le plus collant à la réalité de la personne imposable, eh bien, nécessite toute une série d'informations. Lorsque vous prélevez une gabelle sur le sel ou que vous introduisez des droits de douane, vous n'avez pas besoin de savoir combien d'enfants a le contribuable, s'il a été licencié dans l'année ou toute autre information qui est indispensable pour pouvoir appliquer au type de ressources imposables, un type de ressources imposables précis, une norme fiscale qui soit en lien avec sa situation personnelle. Donc, le lien entre vie privée et fiscalité est aussi une question de choix politique en termes d'égalité sociale. Il n'est pas possible, en même temps, d'avoir un impôt que l'on considère alors juste du point de vue de la capacité contributive et ne pas devoir donner à l'administration fiscale toute une série d'informations. Ceci étant dit, quelle est la situation en Belgique? Eh bien, vu le grand volume d'informations qui est nécessaire à l'administration fiscale pour calculer précisément l'impôt dû, la méthode qui a été choisie est celle de permettre, voire d'obliger en fait le contribuable à fournir lui-même toute une série d'informations. C'est la technique de la déclaration. Évidemment, cette technique de la déclaration est l'antinomie du secret. Il n'y a pas de secret de principe en matière fiscale. Au contraire, il y a une obligation de divulgation. Donc, en fait, pour reprendre les termes de Voltaire, l'obligation d'être sot. Je suis un peu critique, polémique, c'est simplement pour coller avec cette citation de départ. La déclaration fiscale présente aussi beaucoup d'avantages parce qu'elle protège aussi le contribuable contre un arbitraire d'une taxation d'office, par exemple, par l'administration fiscale sur la base de critères qui pourraient s'avérer fantaisistes. Néanmoins, il est des situations où certains droits doivent primer sur cette obligation de divulguer des informations à l'administration fiscale. Et ces droits naissent dès que, en tout cas c'est la position de la jurisprudence, dès que de fiscal, le rapport entre l'administration et le contribuable devient pénal. Toute la difficulté étant de comprendre alors à quel moment est-ce qu'une personne peut bénéficier du droit de ne pas s'auto-incriminer parce qu'elle court le risque de se voir appliquer une sanction pénale. Toutes les dispositions fiscales peuvent a priori faire l'objet d'une sanction pénale. Il y a des délais différents qui s'appliquent selon qu'on est dans un cadre purement fiscal ou un cadre fiscal pénal. Cela dépend plutôt de l'intention du contribuable que véritablement de la matérialité du non-respect de certaines dispositions du Code des impôts sur le revenu. Les liens entre droit fiscal et droit pénal sont complexes. Il y avait une citation d'un ancien président américain dont je ne me rappelle plus le nom, qui disait « La loi qui aux États-Unis a fait le plus de criminels est le Code d'impôt sur les revenus ». Donc vous avez vraiment cette difficulté en matière fiscale de très vite potentiellement être tombé sous le coup de la loi pénale, d'où la nécessité pour la jurisprudence de pouvoir essayer de fixer un moment à partir duquel qu'on court véritablement le risque d'une accusation en matière pénale qui ferait naître le droit au silence, le droit de ne pas s'incriminer. J'ai mis différentes références dans la contribution écrite. J'en viens à la dernière partie de mon exposé avant de passer la parole à mon collègue et confrère Philippe Malherbe. Le secret n'est pas une obligation, loin de là, et souvent même pas un droit pour le contribuable.
est-il une obligation pour l'administration fiscale? L'administration fiscale en Belgique a-t-elle l'obligation d'observer un certain devoir de confidentialité envers les données qui lui sont communiquées? Alors, il faut savoir, là aussi, vous avez des sensibilités très différentes selon les pays. Je prenais l'exemple de la Finlande. En Italie, l'administration fiscale, en 2008, avait publié la situation fiscale de tous les contribuables sur Internet. Cela a créé certains remous auprès de la population, et alors l'autorité de la compétente pour le droit au respect de la vie privée a obligé l'administration fiscale d'enlever ces données de l'Internet. En Belgique, ici, ce serait une pratique illégale. Vous avez, dans le Code des impôts sur les revenus, une obligation de confidentialité de la part de l'administration fiscale et aussi qui pèse sur les personnes auxquelles l'administration fiscale transmet les données. Ce qui a changé depuis quelques années, qui est en train de changer, c'est la possibilité pour l'administration fiscale de transmettre des informations. Donc pas tellement le devoir de confidentialité des données, celles-ci restent confidentielles. Néanmoins, ce qui s'étend, c'est le cercle des personnes qui peuvent bénéficier, en étant toujours tenues au devoir de confidentialité, qui peuvent bénéficier d'informations qui ont été collectées par l'administration fiscale. On a connu une première extension avec une modification du code permettant d'échanger les informations entre différentes administrations nationales. On a connu plus récemment une extension de la possibilité de communication d'informations fiscales entre administrations de pays différents, et cette collaboration va en s'intensifiant. Donc l'administration fiscale est tenue à la confidentialité, mais en même temps peut aussi faire profiter en quelque sorte, à certaines conditions, certaines autres personnes de cette manne d'informations. Et j'en termine par une question qui pourrait paraître comique si elle n'avait pas fait l'objet véritablement de cas de jurisprudence, c'est est-ce que l'administration fiscale peut opposer son secret professionnel aux contribuables dont elle essaye sur lequel elle essaye d'établir l'impôt. C'est arrivé que le contribuable reçoive un avertissement extrait drôle avec un montant d'impôt à payer, et on lui demande, il va auprès de l'administration fiscale demander pourquoi, et l'administration fiscale oppose le secret professionnel. Alors ici, c'est arrivé dans des situations assez dramatiques, par exemple, où l'ex-conjoint venait demander pourquoi est-ce parce qu'il est redevable aussi de l'impôt des conjoints, de l'autre conjoint tant qu'il n'était pas marié, tant qu'il reste marié, il allait demander, mais pourquoi je dois payer cet impôt à secret professionnel? Il y a dû y avoir différentes décisions de jurisprudence, notamment basées aussi sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, mais vous avez aussi des décisions de cours et tribunaux belges qui ont permis de donner accès aux contribuables à ce type d'informations. L'ex-conjoint maintenant est même nommément visé par le Code des impôts sur les revenus comme une personne auquel ces informations peuvent être communiquées. Donc vous avez différentes questions qui peuvent se poser, des questions qui ne se sont pas encore posées en Belgique et pourraient se poser à l'avenir, notamment en ce qui concerne le droit à l'information et le secret fiscal. Il y a eu des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme concernant d'autres pays, notamment pour les journalistes. Est-ce qu'on peut divulguer des informations concernant la situation fiscale de certains contribuables? Donc c'est une matière très riche, en grande évolution, et que je laisse alors à Philippe Malherbe le soin de continuer à vous introduire. Merci de votre attention. Donc ma partie est censée être plus technique puisque c'est le secret bancaire fiscal et c'est une matière qui est complexe et un petit peu ardue. Mais tâchons de prendre quand même un pas de recul. Le secret bancaire existait en Belgique essentiellement, il faut bien le dire, on est entre nous,
pour essayer d'attirer des épargnants non belges en leur disant qu'on ne dirait rien à leurs fiscs nationaux. Donc l'origine économique n'est pas entièrement sympathique. Et si on remonte dans l'histoire, le secret bancaire était probablement inventé par la Suisse, du moins dans l'histoire moderne, avec deux arguments que, suivant son orientation politique, on trouvera plus ou moins bons. C'était protéger les Allemands de la loi nazie qui rendait criminel le fait d'avoir un compte à l'étranger. Donc la meilleure façon pour que la Suisse ne réponde pas au pouvoir allemand, savoir si un Allemand avait un compte en Suisse, c'était que le gouvernement suisse ne puisse pas le savoir lui-même en s'interdisant de savoir ce qui se passait dans ses banques. Simultanément, et c'est pour ça que je me référais à votre opinion politique, il faisait la même chose parce que les Français étaient victimes du Front populaire qui était quand même nettement moins répressif. Bon, donc le secret bancaire chez nous était là, et de façon générale, le secret bancaire était perçu par chaque État comme étant une limite à son pouvoir d'investigation. Et un petit peu comme l'armoire où est enfermé le pot de confiture, il y a des tas de choses intéressantes à savoir et je ne peux pas les savoir. Est-ce que c'est admissible alors que je suis souverain? Mais justement, je suis souverain chez moi. Puis est venue la crise bancaire, la crise économique mondiale, dont la faute incombait aux banques. Donc, puisque c'était la faute des banques, si les États avaient besoin d'argent pour les renflouer, on ne pouvait quand même plus continuer à exiger que les banques exigent d'être mises à l'abri du fisc. Argument politique, doublé du fait que les contribuables étant mis encore plus à contribution qu'avant, trouvaient que c'était trop injuste que des gens puissent cacher des revenus à l'étranger. Donc, mouvement politique, conjonction politique, qui a fait qu'internationalement, on a dit qu'on allait supprimer le secret bancaire, supprimant ainsi, progressivement du moins, l'argument concurrentiel. S'il n'y a plus de paradis fiscaux dans les années anglo-normandes, on est encore loin, il n'y a plus de raison d'en avoir en Belgique ou même au Luxembourg. Et donc le mouvement est là, et la Belgique a emboîté le pas et a décidé de mettre à mal le secret bancaire. Ce qui était encore, il n'y a pas tellement longtemps, une vache sacrée, n'est plus qu'un embryon de veau. Le secret bancaire n'existait pas en matière de succession, donc c'est surtout le secret bancaire en matière d'impôt sur les revenus. Et celui-là a été maintenu, et on peut y voir un mécanisme assez intéressant d'équilibre. La justice est représentée souvent avec une balance à deux plateaux, mais c'est plus que ça, c'est tout le droit qui est un équilibre entre des intérêts qui sont concurrents ou divergents. Et il s'agit de trouver un équilibre à la réflexion entre le droit de l'État de savoir, pour asseoir un impôt de façon juste, et le droit du particulier d'avoir une vie privée. Le mot d'ordre aujourd'hui est plus la transparence, voire l'exhibitionnisme. Sachons que quand on impose à nos hommes politiques la transparence, on finit par avoir des présidents invisibles. Donc, le régime qui a été mis en place est d'abord un cadastre, un point de contact central où toutes les banques doivent déclarer à la Banque nationale tous les comptes bancaires. Et on a ajouté, pour faire bonne mesure, toute une série de contrats de nature financière, et une circulaire toute fraîche du 4 septembre a précisé cette obligation. Donc, un cadastre. Cadastre des fortunes, pas encore, parce que la seule chose qui est mentionnée là-dedans, c'est les coordonnées du compte, ou du contrat, c'est pas le contenu. Mais il y a donc moyen de savoir simplement qui a quel compte, puisque maintenant il y a un cadastre. Notez qu'en France, le contrôleur des contributions local, avec 3 manipulations, arrive directement sur le compte en banque du contribuable. On n'en est pas encore là en Belgique. Donc le fisc a un moyen simple d'interroger, de savoir qui a quel compte. Mais il ne peut pas y aller tout de suite. Il doit respecter une procédure graduée, et il ne peut le faire que dans certaines hypothèses. Première hypothèse, des indices de fraude fiscale. Si quelqu'un est un fraudeur,
présumé, ou du moins si on le soupçonne, eh bien, il mérite moins de protection. Il y a un contrat implicite entre le législateur et le contribuable, il faut tout se dire. Seconde hypothèse, totalement différente, mais prise sur l'international, le fait qu'on reçoive une demande de renseignement d'une administration fiscale étrangère. Troisième hypothèse, le déficit indiciaire. Le mot indice s'y retrouve aussi, mais c'est quoi ça? C'est le fait que vous dépensez plus que ce que vous déclarez dans votre déclaration d'impôt sur le revenu, et donc en bon sens apparent, et en général c'est là que s'arrête le législateur qui n'a pas la chance de fréquenter assidûment ses auditoires, si on dépense plus qu'on ne gagne, eh bien c'est qu'on n'a pas déclaré tout ce qu'on gagnait. C'est ignorer qu'en Belgique, bien entendu, le rentier ne doit pratiquement rien déclarer alors qu'il peut gagner beaucoup, puisque le précompte est libératoire, les plus-values sont exonérées et les loyers ne sont pas taxables dans la plupart des cas, étant remplacés par le revenu cadastral. Donc la notion de déficit indiciaire est totalement dépourvue de pertinence, sauf quand ce déficit indiciaire, méthode de taxation qui commence par une demande de renseignement, ne se voit apporter aucune réponse. Si le rentier dit « bah oui, j'ai rien déclaré, mais j'ai gagné autant d'intérêts et de dividendes et qui ont subi le précompte », bien normalement, ça devrait s'arrêter là. Le contrôleur local ne peut pas, même en cas d'indice, etc., ne peut pas aller d'avant tout seul, il doit aller chez le directeur, et le directeur va vérifier qu'on est bien dans les bonnes hypothèses, il va alors l'autoriser à prendre contact avec le contact central, pour savoir quels sont les comptes. Le taxateur va alors de nouveau demander au contribuable « bon, bien maintenant, expliquez-moi ça à la lumière de vos comptes », et si le contribuable refuse de coopérer, à ce moment-là, on va adresser une demande de renseignement à la banque. Et normalement, on va l'informer. C'est là qu'on peut commencer à rigoler ou à contester, c'est-à-dire que, puisque le contribuable sera informé simultanément, normalement, de l'existence de cette demande de renseignement à la banque, il va pouvoir tâcher de contester la réunion des conditions. Mais, bien entendu, tout ça se passe déjà fort tard, et il faudra mieux qu'il ait de bons arguments, autres que purement techniques, quelques arguments de fond aussi, pourquoi pas, pour s'opposer à cela. Après cela, la banque va répondre, et là, on est devant une question intéressante. Qu'est-ce que le contrôleur peut demander à la banque? Tout ce qui est pertinent. Mais comment peut-il demander des choses pertinentes s'il ne sait pas tout? En général, on peut poser des questions précises quand on connaît la réponse. Et donc, est-ce que le contrôleur peut dire à la banque « merci de me donner tout ce qui est pertinent pour déterminer les revenus de monsieur ou madame Untel ». Et donc, on voit qu'on s'achemine inexorablement vers la situation française, où d'une façon ou d'une autre, le contrôleur finira par avoir un accès intégral au compte, puisque ce qui est pertinent, c'est a priori tout, puisque tout est en principe taxable, sauf ce qui ne l'est pas, du moins dans l'esprit de certains. Donc, le futur n'est pas forcément des plus réjouissants sous l'angle de la vie privée. L'autre question qui n'a pas été réglée par la loi de façon très claire, c'est l'hypothèse inverse. Est-ce que le contrôleur peut demander des renseignements à l'administration étrangère qu'elle irait puiser dans ses banques locales? Et là, probablement qu'il faut appliquer par analogie la procédure de consultation des banques belges et qu'il faut passer également par le contrôleur qui passera, lui, par le point de contact entre administration et pourra alors poser la question à l'étranger. Bon, donc collaboration internationale possible. Pour le recouvrement de l'impôt, la situation est totalement différente. L'impôt est établi, le contribuable ne le paye pas, eh bien, on peut directement savoir quels sont ses comptes en banque pour tous les saisir. Là, personne ne trouvera ça anormal qu'une fois que l'impôt est établi, il soit payé. Vache sacrée, mise à mal, mais le Parlement a dit « je veux savoir comment ça se passe », a demandé un rapport annuel. Et apparemment, ce rapport annuel qui devrait être publié
a pris un peu de retard à l'allumage. J'ai essayé de le trouver. Je me suis adressé au cabinet du ministre et à l'administration, mais ce rapport annuel va bientôt arriver. Il paraît que M. Flao l'aurait reçu le 24 avril, mais on ne le sait pas. Bon. Est-ce que la Cour constitutionnelle a tranché? Elle a estimé, sans beaucoup de surprise quand même, que l'objectif de percevoir l'impôt était légitime et que l'ingérence, si elle était incontestable dans la vie privée, était proportionnée, puisqu'il faut des indices de fraude fiscale, qu'on ne peut demander que les renseignements nécessaires et qu'il y a le contrôle du juge. La bonne nouvelle dans cette jurisprudence, c'est qu'on ne peut donc demander que des renseignements nécessaires et qu'on peut saisir le juge. Et donc, il n'y a pas d'abus à demander au juge d'empêcher la communication, puisque ce n'est que dans la mesure où ce contrôle juridictionnel est possible que la loi n'est pas inconstitutionnelle. Donc, le secret bancaire n'existe plus, mais l'accès au compte en banque n'est possible qu'après que le contrôleur sera sorti d'une espèce de labyrinthe ou de parcours d'obstacles. C'est un équilibre. Est-ce que cet équilibre est satisfaisant? Ce serait intéressant de voir ce rapport quantitatif sur le nombre de consultations, sur les faits qui ont été retenus comme indice de faute, etc., pour se faire une idée. Mais, bien entendu, la vraie question, c'est que voulons-nous comme fiscalité pour demain? Rappelons-nous que l'impôt sur le revenu n'existe que depuis le début du XXe siècle. Avant, il n'y avait pas d'impôt sur le revenu. Rappelons-nous que sous l'Ancien Régime, il y avait des impôts qui ressemblaient à l'impôt sur le revenu et que le révolutionnaire français, dans sa grande sagesse, a estimé que ces impôts étaient trop inquisitoriaux. Il les a remplacés par des impôts plus objectifs, dont la regrettée contribution sur les portes et fenêtres. Si on l'avait rétabli, il y aurait plus de fenêtres murées, nos gouvernants pourraient moins jeter l'argent par les fenêtres. C'est facile. Donc, il faut toujours réinventer le présent pour construire l'avenir. Demandons-nous si nous aimons vraiment cet impôt sur le revenu, dont le corollaire logique est, comme l'a démontré Eduardo Traversa, l'inquisition jusqu'au dernier cent. Le banquier, maintenant, non seulement est le dépositaire de votre compte en banque, mais dans le temps, on avait quand même encore quelques lingots et quelques billets. Maintenant, les billets sont assignés à résidence, puisqu'on ne peut pas traverser la frontière avec eux. Donc, tout passe par la banque, tout passe par la carte de crédit, tout passe par le GSM. Donc, tout le monde sait tout de nous. Est-ce l'avenir que nous voulons? Question. Merci.